Elle a dit cela un dimanche matin, debout dans notre cuisine, à East Lake, portant encore la tenue de yoga qu'elle portait en rentrant de chez lui, la veille au soir. Ellie, si tu ne supportes pas que je passe du temps avec Damon, alors, peut-être que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. J'ai posé ma tasse de café, puis je l'ai regardée, longuement. Elle avait cette expression sur le visage, celle qui était censée me donner l'impression d'être celui qui n'était pas raisonnable, d'être le mari jaloux qu'il fallait gérer, comme si elle, la femme patiente et évoluée, tolérait simplement mon insécurité. Tu as raison, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Ce n'était pas du tout la réponse qu'elle avait préparée. Je le pense vraiment, ai-je ajouté, tu as absolument raison. Puis, j'ai pris mon téléphone, et j'ai passé l'appel qui a tout changé. 3 semaines plus tard, je lui ai envoyé un selfie depuis l'aéroport de Changi, à Singapour, car elle m'avait envoyé un SMS pour me demander à quoi ressemblait mon week-end. Je voulais lui donner une réponse claire et précise. Mais, je devance un peu mon histoire. Je m'appelle Ellie Carvey. J'ai 38 ans. Depuis 11 ans, je travaille comme analyste financier principal chez Meridian Capital Partners, sur la 5e avenue, ici, dans le centre-ville de Seattle, dans l'État de Washington. Nous gérons des portefeuilles d'investissement institutionnels, des fonds de pension, des dotations, le genre d'argent qui ne dort jamais, et qui ne pardonne pas les erreurs. J'ai construit ma carrière sur ma capacité à analyser correctement les situations, à comprendre quand les chiffres cachent quelque chose, et à discerner la différence entre une baisse temporaire et un effondrement structurel. J'ai raté tous les signaux dans mon propre mariage. Ou, peut-être, je ne les ai pas ratés. Peut-être que je ne voulais tout simplement pas les voir, ce qui constitue, en soi, une forme d'échec. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, si cette histoire résonne en vous, si l'on vous a déjà posé un ultimatum, de la part de quelqu'un qui présentait vos inquiétudes légitimes comme le problème, abonnez-vous. Laissez un commentaire. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo, car j'aimerais savoir combien nous sommes dans cette situation. Aimez la vidéo, si vous pensez que j'ai pris la bonne décision. J'y viendrai bientôt. Vous pourrez me juger, lorsque vous aurez tous les éléments en main. J'ai rencontré Petra Vin lors d'une collecte de fonds pour le centre médical de l'Université de Washington, en mars, il y a 6 ans. J'y étais avec un client. Elle, de son côté, représentait le cabinet d'architecture d'intérieur pour lequel elle travaillait. Ils avaient repensé l'aménagement de l'espace de l'événement, et elle était là pour s'assurer que tout était parfait. Petra était le genre de femme qui entrait dans une pièce, et qui la comprenait immédiatement. Elle a déplacé un centre de table de quelques centimètres, à la table d'à côté, et, d'une manière ou d'une autre, toute la pièce a semblé plus belle. Elle a ri de la plaisanterie d'un collègue, et toutes les personnes à portée de voix ont tourné la tête, curieuses de savoir ce qui pouvait bien les amuser ainsi. Je me suis présenté au bar. Elle m'a dit qu'elle était divorcée. Elle m'a dit que son ex-mari s'appelait Damon. Qu'ils avaient été mariés pendant 4 ans. Qu'ils étaient restés amis, parce que, selon ses mots, nous avons simplement évolué dans des directions différentes. Aucun ressentiment, ni d'un côté ni de l'autre. Elle a dit cela si naturellement, si simplement, que je n'y ai vu rien d'autre qu'une grande maturité. Je me suis dit, cette femme gère parfaitement sa vie. Nous nous sommes fiancés 14 mois plus tard, et nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie, dans un vignoble sur l'île de Bainbridge, juste nos familles. Et une quarantaine d'amis proches, loin de la grande mise en scène que beaucoup de personnes de notre âge se croient obligées d'organiser. Elle portait une robe simple, de couleur ivoire, et elle était la plus belle femme de la pièce. Nous avons acheté une maison de ville dans le quartier d'East Lake, à 4 pâtés de maisons du lac Union, assez près de l'eau pour que, par matin clair, on puisse voir le mont Rainier depuis la fenêtre de la chambre, à l'étage. Petra a entièrement repensé l'intérieur, en partant de zéro. Le résultat ressemblait à une page de magazine, mais on s'y sentait vraiment chez soi, ce qui est beaucoup plus difficile à réaliser qu'il n'y paraît. Pendant les 2 premières années, tout a été exactement comme je l'avais espéré. Damon Reyes était l'ex-mari de Petra depuis 3 ans déjà, avant que nous ne nous rencontrions. Et, durant les 18 premiers mois de notre mariage, il a été pratiquement inexistant. Elle le mentionnait de temps en temps. Ils se croisaient lors de soirées d'amis communs, ou s'envoyaient des messages pour les fêtes. Elle gérait la situation avec maturité, et je respectais cela.
Je tiens à être clair sur ce point, car c'est important, je n'ai jamais été de nature jalouse. Demandez à tous ceux qui me connaissent. Demandez à mon ami Todd Kesley, dont je suis proche depuis l'université, ou à ma collègue Nadia Park, chez Meridian, qui me connaît depuis 7 ans. Je ne suis pas un homme qui ressent le besoin de contrôler les amitiés de sa femme. Je comprenais tout à fait que Petra ait eu une vie avant moi, et je ne me suis jamais senti menacé par cela. Ce que je n'ai pas compris, du moins pas au début, c'est comment la frontière entre être mature au sujet de son ex et passer tous ses week-ends chez son ex avait pu être franchie, sans que l'on me demande jamais mon avis. Cela s'est produit comme ce genre de choses arrive souvent, progressivement, puis, tout d'un coup. Damon avait acheté un logement à Fremont, à environ 12 minutes de chez nous. Il avait lancé une entreprise de paysagisme et d'aménagement extérieur, qui fonctionnait bien. Et, lorsque le cabinet de Petra lui a recommandé un client pour un projet de jardin, ils ont repris contact, sur le plan professionnel. Elle m'en a parlé. Le monde est petit, ai-je dit. Nous sommes tous les deux dans le milieu du design. Ce n'est pas si surprenant, a-t-elle répondu. C'était au printemps de notre 3e année de mariage. À l'automne suivant, elle déjeunait avec lui toutes les semaines. En hiver, elle passait chez lui le samedi, pour voir ses travaux d'aménagement paysager, car il souhaitait avoir son avis de professionnel. Au printemps d'après, les week-ends chez lui étaient devenus une habitude bien ancrée. J'avais tout remarqué. Pourtant, je n'ai rien dit, non pas parce que je préparais quelque chose, mais parce que, chaque fois que j'essayais de formuler une inquiétude, je l'entendais comme elle l'aurait entendu, le mari jaloux, le comportement possessif, le manque de confiance envers sa femme. Je ne voulais pas être cet homme-là. J'avais vu le mariage de mes parents se désagréger sous le poids de cette exacte dynamique, et je m'étais juré de faire les choses différemment. Alors, je me suis tu, et j'ai regardé le fossé se creuser entre nous, un samedi après l'autre. La première conversation que j'ai tenté d'avoir a eu lieu en novembre. Nous avions été invités au dîner d'anniversaire de ma collègue Nadia à un petit comité, le genre de soirée que Petra appréciait d'ordinaire. Elle est rentrée de chez Damon à 18h30, et m'a dit qu'elle était épuisée, qu'elle ne se sentait pas la force d'y aller. Nous lui avions pourtant dit que nous serions là, ai-je rappelé. Ellie, j'ai été debout toute la journée. Est-ce que tu peux y aller sans moi? J'y suis allé sans elle. Je me suis assis à la table de Nadia, j'ai dit à tout le monde que Petra ne se sentait pas très bien, puis, je suis rentré vers 22h, pour trouver la maison dans le noir. Petra était déjà au lit, son téléphone posé face contre table sur la table de nuit. Je n'ai rien dit ce soir-là. Mais, 2 semaines plus tard, alors qu'elle rentrait de chez Damon un samedi, et que je terminais un travail à mon bureau, je me suis tourné sur ma chaise, et je lui ai dit avec précaution, « Je voudrais que nous parlions du temps que tu passes là-bas. » Elle a penché la tête. « Qu'est-ce qu'il y a avec ça? J'ai l'impression que nous n'avons plus de week-end. Entre les vendredis soirs et les samedis, tu es absente la majeure partie du temps. » La majeure partie des week-ends? Damon traverse une période difficile, a-t-elle répliqué. Son associé a quitté l'entreprise. Il a besoin d'un ami en ce moment. Je comprends cela. Ce que je dis, c'est que j'ai l'impression de te perdre de vue. Elle m'a regardé avec une expression qui n'était pas tout à fait de la patience, mais pas tout à fait de l'irritation non plus, un juste milieu. Ellie, c'est mon ami. Nous en avons déjà parlé. En fait, non. Pas vraiment. Je ne fais rien de mal. Je n'ai pas dit le contraire. On dirait pourtant que c'est ce que tu penses. Et voilà, la conversation venait de basculer de mes inquiétudes à sa propre défense. Je ne savais pas comment insister, sans donner l'impression de l'accuser de quelque chose. Alors, j'ai reculé. J'ai répété que je ne l'accusais de rien, que j'exprimais simplement ce que je ressentais. Elle a promis de faire des efforts pour donner plus de nouvelles. Elle n'a pas donné plus de nouvelles. En janvier de l'année suivante, j'ai reçu un appel de mon directeur chez Meridian, un homme nommé Ford Gallagher, qui travaillait dans l'entreprise depuis 22 ans, et qui connaissait les affaires comme sa propre respiration. Il y a une opportunité à Singapour, m'a dit Ford. Meridian développe ses activités en Asie-Pacifique. Nous cherchons quelqu'un pour diriger la nouvelle équipe d'analyse régionale, basée dans nos bureaux de Singapour. C'est un engagement de 3 ans, avec une option de réévaluation par la suite.
J'étais dans le collimateur de Ford pour ce genre d'évolution depuis un moment déjà. Il connaissait mon travail. Il savait que j'étais prêt pour ce niveau de responsabilité. À quoi ressemble le package de rémunération, ai-je demandé. Il me l'a dit. C'était le genre de chiffre qui redéfinissait complètement votre conception du possible. J'aurais besoin de quelques jours, ai-je répondu. Tu as une semaine. Je suis rentré chez moi ce soir-là, et j'en ai parlé à Petra pendant le dîner. Elle est restée silencieuse pendant que je lui expliquais l'offre, le rôle, le lieu d'affectation, et la rémunération. Quand j'ai eu fini, elle a posé sa fourchette. Singapour, a-t-elle dit. Singapour? Ellie, je ne peux pas déménager à Singapour. Toute ma carrière est ici, mes clients, mon cabinet, tout ce que j'ai construit est à Seattle. Je sais. Je ne dis pas que nous devions décider quoi que ce soit ce soir. Je voulais juste que tu sois au courant. Elle a hoché la tête lentement. Est-ce que tu l'envisages sérieusement? C'est l'opportunité la plus importante qui se soit jamais présentée à moi. Alors, oui, je l'envisage très sérieusement. Elle est restée silencieuse pendant le reste du dîner. Plus tard dans la nuit, elle m'a dit qu'elle pensait que nous devions rester à Seattle. Elle estimait que notre vie ici méritait d'être protégée, et elle ne voulait pas tout déraciner pour une expérience de 3 ans, à l'autre bout du monde. J'ai appelé Ford le lendemain matin, pour lui dire que je passais mon tour. Tu es sûr, m'a-t-il demandé. La famille passe avant tout, ai-je répondu. Il m'a dit qu'il comprenait. Il a ajouté que la porte ne se fermait pas complètement, et que, si les circonstances changeaient, je devais le recontacter. Je pensais avoir fait un sacrifice pour mon mariage. Je ne comprenais pas encore que ce sacrifice ne serait ni reconnu, ni payé de retour. Je ne comprenais pas encore que je venais de refuser l'offre professionnelle la plus importante de ma vie, pour une femme qui passait nos week-ends avec son ex-mari, tout en présentant mon inconfort face à cette situation comme un défaut de mon caractère. Ce qu'il y a avec le travail d'analyste financier, c'est que l'on finit par ne plus être surpris par le temps que les gens peuvent passer à maintenir une fiction qui ne fonctionne plus. Les entreprises le font, les marchés le font, et les mariages le font aussi. Au printemps, nos conversations étaient devenues plus courtes. Ce n'était pas de l'hostilité, juste des échanges abrégés, comme si nous avions tous deux appris quel sujet était sûr, et restions sagement à l'intérieur de ses limites. Nous dînions ensemble 4 ou 5 soirs par semaine. Nous étions physiquement présents. Nous nous demandions comment s'était passée la journée de l'autre, mais, sous la surface de notre routine, il y avait quelque chose qui ressemblait plutôt à une distance polie, plutôt qu'à une véritable complicité. Je me souviens m'être assis en face d'elle, dans un restaurant que nous aimions sur Capitol Hill, une petite adresse italienne sur Pine Street, où nous avions eu notre premier vrai rendez-vous, et avoir réalisé que je jouais la comédie de l'aisance. Je jouais le rôle du « dîner détendu avec mon épouse ». Et, en la regardant, je me suis demandé, fait-elle la même chose? Je n'ai pas posé la question. J'ai commandé un autre verre de Barolo, et j'ai parlé de sujets sans importance. La conversation qui a mis fin à tout s'est produite un dimanche matin, en avril. Petra avait été chez Damon la veille, un samedi que j'avais mentalement réservé pour nous deux. Nous avions vaguement évoqué l'idée d'aller à l'Olympic Sculpture Park le matin, puis de faire un tour en voiture jusqu'aux chutes de Snoqualmie, l'après-midi. Elle en avait parlé le jeudi. Mais, le samedi matin, elle m'a envoyé un message pour me dire que Damon avait besoin d'aide pour choisir des meubles pour son nouveau salon, et qu'elle essaierait d'être de retour vers 15 h. Elle est rentrée à 19h15. J'étais en train de lire. Je n'ai rien dit quand elle est entrée. Je l'ai entendue s'activer dans la cuisine, j'ai entendu le réfrigérateur s'ouvrir et se fermer, puis, je l'ai entendue s'approcher, et s'arrêter dans l'embrasure de la porte du salon. « Tu es contrarié ?» a-t-elle dit. Je lis. Tu te mures encore dans le silence. J'ai posé mon livre. L'excursion aux chutes de Snoqualmie. Tu avais dit que tu essaierais d'être de retour à 15 h. Damon avait plus de questions que prévu. Ça a simplement pris du temps. Petra, j'ai refusé Singapour pour ce mariage. Quelque chose a changé dans son expression. Ne fais pas ça. Ne pas faire quoi? N'utilise pas Singapour comme une arme chaque fois que nous nous disputons. Je ne l'utilise pas comme une arme. Je te dis simplement que j'ai fait un sacrifice considérable pour cette relation,
et j'ai le sentiment qu'il a été totalement invisible à tes yeux. Je ne t'ai pas demandé de refuser Singapour. Tu m'as dit que tu voulais rester à Seattle. Je t'ai dit ce que je voulais. La décision t'appartenait. Je l'ai dévisagée. Il y avait quelque chose de très précis dans la façon dont elle l'avait dit, comme si elle attendait depuis un moment d'utiliser cet argument. Je veux savoir où tout cela nous mène, ai-je dit, avec Damon, avec nous. Je veux savoir ce que nous faisons ensemble. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que j'ai l'impression de n'être qu'un colocataire dans mon propre mariage. Et je veux savoir si tu ressens la même chose, ou si je suis le seul. Elle a croisé les bras, la mâchoire serrée, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle avait pris sa décision, et qu'elle cherchait ses mots. Ellie, a-t-elle dit, Damon est mon ami. Il était dans ma vie avant toi, et il continuera d'y être à l'avenir. Si tu ne supportes pas que je passe du temps avec mon ex-mari, alors, peut-être que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. J'ai entendu ces paroles. Je suis resté silencieux avec elle, pendant exactement 3 secondes. Tu as raison, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Quoi? Tu as absolument raison. Je te remercie de l'avoir dit aussi clairement. Je me suis levé, je suis monté à l'étage, et je me suis assis sur le bord du lit, pendant environ 20 minutes. Je n'étais pas vraiment en colère. C'était autre chose, ce sentiment que l'on éprouve lorsqu'un chiffre que l'on essaie de faire concorder finit par tomber juste, de manière limpide, lorsque la réponse s'impose d'elle-même, et que l'on cesse d'essayer d'en faire autre chose. Puis, j'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé Ford Gallagher. Il a répondu à la 2e sonnerie. Ford, ai-je dit, est-ce que le poste à Singapour est toujours disponible? Une pause. Ellie. Je savoir que j'ai refusé, mais les circonstances ont changé. Si le poste est toujours à pourvoir, je souhaite que l'on examine ma candidature. Une autre pause, plus longue cette fois. Je vais passer quelques coups de téléphone, a-t-il dit. Donne-moi 48 heures. Je n'en ai pas parlé à Petra ce soir-là. J'y ai pensé, j'ai pensé à l'asseoir en face de moi, et à lui dire, voici ce que je viens de faire. Voici pourquoi. Et voici ce que cela signifie. Mais, j'ai réalisé que je ne voulais pas entamer une négociation. J'avais négocié pendant la majeure partie de l'année et négocié pour obtenir son attention, négocié pour nos week-ends, négocié pour qu'elle reconnaisse que mes sentiments méritaient d'être pris en compte. J'en avais fini avec les négociations. Ford m'a rappelé le mardi suivant. Le poste était toujours libre. Ils avaient envisagé des candidatures en interne, mais n'avaient pas encore pris de décision finale. Mes références étaient assez solides pour qu'ils souhaitent aller de l'avant. Il lui fallait une réponse d'ici une semaine. J'ai dit oui. Les choses sont allées très vite ensuite, vérification des antécédents, révision du contrat, formalité pour le visa. J'ai appelé mon frère aîné, Théo, qui vivait à Portland, pour lui raconter ce qui se passait. Il est resté silencieux un instant. Depuis combien de temps y penses-tu? M'a-t-il demandé. Environ 1 an, ai-je répondu, je ne me l'avouais simplement pas à moi-même. Ça va? Ça va, ai-je dit. Je pense que je n'allais pas bien depuis un certain temps, et c'est ma façon de réparer les choses. Il m'a dit qu'il m'aiderait à régler les détails logistiques, dès que j'en aurais besoin. C'était tout à fait Théo. Il ne faisait pas de commentaires superflus, ne me disait pas ce que je devrais ressentir, il me demandait simplement si j'avais besoin d'aide, et il le pensait sincèrement. J'ai engagé une avocate spécialisée dans les divorces, nommée Carol Ashworth, dont le cabinet se trouvait sur la 2e avenue, en centre-ville. Elle m'avait été recommandée par un collègue de l'entreprise qui s'était séparé 2 ans plus tôt. Elle était directe, compétente, et ne perdait pas de temps en marque de sympathie. Elle n'était pas payée pour cela. L'État de Washington applique le régime de la communauté de biens, m'a-t-elle expliqué lors de notre premier rendez-vous. Compte tenu de la durée du mariage, et des actifs en jeu, voici à quoi vous devez vous attendre. Elle m'a détaillé la procédure. J'ai écouté attentivement, et j'ai pris des notes. Quel est le calendrier, ai-je demandé. Cela peut aller relativement vite, si les 2 parties coopèrent. Tout dépend de la réaction de votre épouse. Elle sera surprise, ai-je dit. J'ignore comment elle réagira à la surprise. Carol Ashworth a hoché la tête,
comme si elle avait déjà entendu cela 1 millier de fois. Je l'ai annoncé à Petra un jeudi soir. Nous étions tous les deux dans la cuisine, entre la fin de la journée de travail et le dîner, et je lui ai dit, « Assieds-toi. Je dois te dire quelque chose. » Elle s'est assise. Elle a dû lire quelque chose sur mon visage, car elle s'est figée instantanément. J'ai appelé Ford Gallagher dimanche soir dernier, ai-je dit. J'ai accepté le poste à Singapour. J'ai dit oui à leur offre. Elle m'a dévisagé. J'ai également parlé à une avocate, ai-je continué. Tu recevras l'assignation cette semaine. Je ne voulais pas que tu la prennes par ce biais. Ellie, sa voix était à peine audible. Tu m'as dit que si je ne supportais pas tes arrangements avec Damon, alors, nous n'étions peut-être pas faits l'un pour l'autre. J'y ai beaucoup réfléchi cette semaine. Je pense que tu avais raison. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Je comprends, mais j'y ai réfléchi, et je pense que tes mots étaient plus honnêtes que tu ne le voulais. Tu quittes le pays, a-t-elle demandé. Tu pars. Comme ça? Je commence dans 6 semaines. Elle s'est levée, puis s'est rassise. Elle a posé ses mains bien à plat sur la table, de la façon dont on le fait pour essayer de stabiliser quelque chose. Ellie, je t'aime. Je l'ai regardée. Je le sais. Je ne pense pas que l'amour ait été notre problème. Alors, quel est le problème? Nous voulons des choses différentes, ai-je dit. C'est toi-même qui me l'as dit, dimanche matin dernier. J'étais frustré. Les gens disent des vérités lorsqu'ils sont frustrés. C'est un peu le but de la frustration. Elle a commencé à pleurer. Et je veux être tout à fait honnête sur ce que j'ai éprouvé à cet instant précis, car il serait facile de dire que je ne ressentais rien, que je me sentais vengé, ou que j'avais l'impression d'avoir gagné. Rien de tout cela n'était vrai. Ce que je ressentais, c'était de la tristesse, une tristesse profonde, bien particulière. Ce genre de tristesse qui s'empare de vous, lorsque vous regardez une chose qui aurait pu être belle se révéler incapable de survivre. Je ne l'ai pas consolé. Je ne savais pas comment le faire de façon honnête, sans formuler des promesses que je ne tiendrais pas. J'ai préparé le dîner, car nous avions tous les deux besoin de manger. Nous nous sommes assis à table, et nous avons à peine échangé un mot. Après cela, je suis monté dans la chambre, à l'étage, tandis qu'elle est restée sur le canapé. J'ignore jusqu'à quelle heure tardive elle est restée assise là. Les semaines suivantes ont été consacrées à la déconstruction logistique de 6 années de vie commune. Pour la maison d'Eastlake, il fallait décider quoi en faire. Nous l'avions achetée ensemble, et sa valeur nette nous appartenait à parts égales. Petra pouvait racheter ma part, ou nous pouvions la vendre. Elle a dit qu'elle y réfléchirait. J'ai commencé à trier mes affaires, avec ce calme et cette concentration méthodique qui m'avaient toujours été utiles dans mon travail, les livres que j'emportais. Ceux que je laissais, les objets d'art qui lui appartenaient, ceux qui étaient à moi, et ceux que nous avions achetés ensemble, pour lesquels il fallait négocier. Mon ami Todd est venu un week-end pour m'aider à entreposer des cartons dans un box que j'avais loué près de South Lake Union. Nous avons travaillé la plupart du temps en silence, comme on le fait avec un ami qui vous comprend assez pour ne pas combler le vide avec du bruit inutile. Tu n'as aucun regret, m'a-t-il demandé à un moment donné. J'y ai réfléchi sincèrement. Concernant mon départ? Non. Mais sur le fait que notre mariage ait tourné ainsi? Oui, bien sûr. Tu penses qu'elle a franchi la ligne rouge avec lui, à un moment donné? Honnêtement, je n'en sais rien, ai-je répondu. À un moment, j'ai cessé d'en être sûr, puis, plus tard, j'ai fini par me demander si c'était vraiment la question la plus importante. Todd a hoché la tête. Quelle est la question la plus importante, alors? Celle de savoir si j'étais prêt à passer les 30 prochaines années à me sentir comme je me suis senti durant cette dernière année. Et la réponse à cela était plutôt claire. Petra a eu une discussion avec sa sœur Vera, qui habitait à Bellevue. Vera a pris contact avec moi. J'ai toujours bien aimé Vera. Elle est directe, d'une manière que Petra n'était pas toujours, et elle m'a demandé si nous pouvions discuter. Nous nous sommes retrouvés pour boire un café dans un établissement près de la gare de l'East Side. Elle est dévastée, m'a dit Vera. Je le crois volontiers. Elle ne comprend pas comment tu as pu passer de 0 à Singapour en une seule semaine. Ce n'était pas en une semaine, ai-je rétorqué. C'était le résultat d'une année entière,
accumulés une semaine après l'autre. Vera a regardé sa tasse de café. Elle prétend que tu ne lui as jamais vraiment fait comprendre à quel point la situation était grave. Je lui ai pourtant dit, ai-je répliqué, en novembre, en février, et en mars. Les mots sont sortis de ma bouche, dans la cuisine de notre propre maison, et elle s'est arrangée, à chaque fois, pour me répondre que je n'étais pas raisonnable. Vera n'a pas cherché à contredire cela. Elle est restée silencieuse un instant. Qu'est-ce que tu aimerais qu'elle comprenne, a-t-elle demandé. Je veux qu'elle comprenne que l'ultimatum qu'elle m'a lancé dimanche dernier était la communication la plus honnête que nous ayons eue depuis des mois. Elle l'a formulé comme une menace, mais, en réalité, c'était une clarification. Elle me disait simplement quelles étaient ses priorités. J'ai fini par la croire, voilà tout. Vera est rentrée chez elle en voiture, à Bellevue, et je suis retourné vers ce qui ressemblait de plus en plus à un simple appartement où j'avais habité par le passé. 6 jours avant mon vol, Petra est venue me trouver pour une discussion que je n'attendais pas. Elle passait certaines nuits chez sa sœur, et d'autres dans notre maison de ville. Nous cohabitions dans le même espace, en suivant la chorégraphie prudente de 2 personnes qui s'efforcent de ne pas causer plus de dégâts qu'ils n'y en avaient déjà eu. Elle s'est assise en face de moi, à la table de la cuisine, et m'a dit, j'ai mis fin à ma relation avec Damon. Je l'ai regardé. Je veux dire, nous n'avons jamais. Ce n'était pas ce que tu t'imaginais, a-t-elle ajouté rapidement. Mais j'ai mis fin à notre amitié complètement. Je l'ai bloqué partout. Je lui ai dit que je ne pouvais plus le garder dans ma vie, parce qu'il m'avait coûté mon mariage. Je ne savais pas ce qu'elle attendait de moi face à cette annonce. J'avais passé une année entière à observer une situation dont le schéma et la trajectoire étaient pourtant clairs. Le fait que cela s'arrête 6 jours avant mon départ ne changeait rien à la tournure que les choses avaient prise. Petra, ai-je dit, je te crois. Et je crois aussi que tu n'as pas mesuré la gravité de la situation, jusqu'à ce que je prenne une décision que tu ne pouvais pas contourner. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que, chaque fois que j'ai essayé de t'expliquer que cela détruisait notre mariage, tu me répondais que le problème venait de moi. Le seul geste qui ait enfin rendu l'enjeu réel, c'est mon départ. Elle est restée silencieuse. Ce ne sont pas des fondations solides, ai-je ajouté. Ce n'est pas ainsi que 2 personnes sont censées fonctionner ensemble. On peut apprendre, a-t-elle dit. C'est vrai, ai-je répondu. J'espère que tu le feras. Je le pense sincèrement. Elle a encore pleuré. Cette fois, je suis resté assis à ses côtés, sans prononcer de paroles inutiles. J'étais simplement là, présent, car c'était la seule chose honnête qu'il me restait à lui offrir. La veille de mon départ, je me trouvais chez Todd, à Queenan. Nous avons bu quelques bières sur son toit terrasse, en regardant s'éteindre les lumières sur la baie d'Elliott, à l'approche de minuit. La Space Needle était illuminée vers le sud, comme toujours ce repère insolite de Seattle qui, d'une manière ou d'une autre, reste l'image indissociable de la ville dès qu'on y pense. Tu te sens prêt, m'a demandé Todd. Je ne suis jamais allé à Singapour, ai-je dit. J'ignore à quoi ressemble le fait d'être prêt. Je veux dire, prêt pour tout ce changement. J'ai pensé à notre maison de ville d'Eastlake, qui serait vendue d'ici mon retour. À la vue sur la montagne depuis la fenêtre du premier étage, que je ne reverrai probablement jamais. À ces 6 années passées à construire quelque chose avec quelqu'un, et à la peine si particulière de voir que tout cela n'était pas ce dont on avait besoin. Oui, ai-je répondu, je suis prêt. Nous sommes restés sur le toit jusqu'à près d'1 heure du matin. Il m'a conduit à un hôtel près de l'aéroport SeaTac se trouve plus bas, à Federal Way, à environ 30 minutes au sud de la ville sur l'île 5 et il m'a promis de venir me rendre visite dès que je serais installé. Je lui ai dit que j'y comptais bien. À 1h30 du matin, je me suis retrouvé seul dans ma chambre d'hôtel. Mon vol était prévu pour 10h15. Je me suis allongé sur le dos, les yeux fixés au plafond, comme on le fait quand on n'est pas assez fatigué pour dormir, mais trop fatigué pour faire quoi que ce soit de constructif. J'ai pensé à ces 11 années écoulées depuis que j'avais commencé à travailler chez Meridian, et à tout ce qui peut s'accumuler dans la vie d'une personne, au fil du temps, sans que l'on s'en rende vraiment compte. Je n'étais pas triste, du moins pas de la manière dont je m'y attendais. Je me ressentais, plutôt, prêt à partir. Le SMS de Petra est arrivé le lendemain matin, à 9h47, « Salut, à quoi ressemble ton week-end » J'avais déjà passé la sécurité.
J'avais franchi la porte d'embarquement. J'étais installé dans la zone d'attente pour le vol de Singapore Airlines, qui devait m'emmener à Tokyo Narita, puis à Changi, cet aéroport réputé pour son incroyable efficacité, sur lequel chaque voyageur régulier a son avis. J'ai ouvert l'appareil photo, j'ai pris un selfie net, précis, avec le panneau d'embarquement bien visible en arrière-plan, aéroport de Changi, Singapour. Je l'ai envoyé, sans le moindre commentaire. Elle a téléphoné immédiatement. J'ai rejeté l'appel vers la messagerie. Elle a écrit, « Tu es vraiment dans un avion là ?» J'ai répondu par message, « J'embarque dans 20 minutes. » Une longue pause, puis, « Ellie, s'il te plaît. » J'ai rangé mon téléphone dans mon sac. On a annoncé l'embarquement du groupe 2, et je me suis inséré dans la file, comme tout le monde. Devant moi, un homme d'affaires parlait au téléphone en mandarin. Derrière moi, une famille s'organisait avec ses enfants et ses bagages à main, dans ce chaos contrôlé propre aux parents habitués à voyager. La file a avancé. J'ai avancé avec elle. Singapour a 17 heures d'avance sur Seattle. Quand j'ai atterri à Changi, après un vol qui avait réussi à être à la fois long et étonnamment supportable, c'était le lendemain matin, à l'heure locale. Ma toute première impression a été marquée par la lumière, cette qualité de lumière si propre à l'Asie du Sud-Est, qui n'a absolument rien à voir avec celle du Nord-Ouest Pacifique. Elle était plus chaude, plus directe, comme si le soleil avait pris une décision ferme. Les bureaux de Meridian à Singapour se trouvaient à Marina Bay, cet ensemble d'immeubles étincelants et denses, qui faisait de son mieux pour rivaliser avec les quartiers d'affaires les plus impressionnants du monde. Mon contact sur place était une femme nommée Suki Tan, une analyste singapourienne qui travaillait pour la branche Asie-Pacifique depuis 4 ans, et qui connaissait parfaitement le fonctionnement de l'entreprise. Il vous faudra 48 heures pour vous habituer au décalage horaire, m'a-t-elle dit très naturellement lors de notre première rencontre. N'essayez pas de lutter. Mangez, dormez quand vous le pouvez, et profitez du soleil pendant la journée. Au 3e jour, vous vous sentirez à nouveau humain. Elle avait raison. Dès le 3e jour, je me sentais presque humain. À la fin de la première semaine, j'ai éprouvé une sensation que je n'avais pas ressentie depuis bien longtemps, le sentiment d'être pleinement présent, là où je me trouvais, libéré de ce bruit de fond persistant d'un mariage en train de se désagréger qui m'occupait l'esprit. Le travail était exigeant, mais cette exigence même était un soulagement, de nouveaux marchés, de nouvelles tendances, et de nouveaux problèmes à résoudre. J'avais un petit appartement à Tanjong Pagar, un quartier situé au sud du centre-ville, qui possédait l'énergie particulière des lieux en pleine mutation. Des maisons-boutiques traditionnelles côtoyaient de nouvelles tours de verre, et des marchés couverts de street-food s'installaient au pied d'immeubles résidentiels, tout l'empilement dense d'une ville qui avait décidé de se montrer ambitieuse dans tous les domaines. J'ai beaucoup marché, j'ai apprivoisé le réseau du métro MRT, et j'ai déniché un café près du bureau, tenu par un homme nommé Henri qui préparait un expresso propre à vous faire redécouvrir le café. J'étais en train de construire quelque chose de nouveau. C'était modeste au début, à la taille d'une chambre d'hôtel, d'un trajet quotidien, ou de l'apprentissage des différentes lignes de métro. Mais c'était à moi, d'une manière que plus rien ne l'avait été depuis longtemps. Carol Ashworth a géré la procédure de divorce depuis Seattle. Petra s'est montrée coopérative. Elle était, comme je l'avais toujours connue lorsqu'elle n'était pas sur la défensive, une personne fondamentalement correcte. Nous avons partagé ce qui devait l'être. La maison de ville s'est vendue en 3 semaines, à un prix très satisfaisant pour nous deux. L'immobilier à Seattle évolue rapidement quand le bien est de qualité. Elle m'a envoyé un email, formel et court, au milieu de la procédure. Elle écrivait, « Je comprends maintenant ce que j'ai fait, et ce que je n'ai pas fait. Je suis désolé. J'espère que Singapour t'apporte tout ce dont tu avais besoin. » Je l'ai lu à plusieurs reprises, puis, je lui ai répondu, « Prends soin de toi, Petra. Je te souhaite le meilleur pour la suite. » Et je le pensais vraiment. C'est la partie que les gens ont parfois du mal à croire, le fait que l'on puisse sincèrement souhaiter du bien à quelqu'un qui vous a blessé, dès lors que l'on a pris assez de recul pour considérer la situation globale. Elle n'était pas un monstre. C'était une personne qui s'est trompée, et qui n'a pas su s'en rendre compte tant qu'elle avait la tête dedans. C'est une erreur humaine, rien de monstrueux. Pour ce que ça vaut, Damon Reyes n'était apparemment pas le grand ami pour lequel elle avait sacrifié son mariage. Todd m'a appris, par le biais des bruits de couloirs qui circulent de ville en ville,
que Damon avait commencé à fréquenter quelqu'un d'autre quelques semaines seulement après que Petra eut coupé les ponts. Que cela signifie quelque chose ou rien du tout, je n'en sais rien. Ce n'est pas une information dont j'ai besoin. Cela fait maintenant 14 mois que je suis à Singapour. L'équipe Asie-Pacifique s'est agrandie. J'ai 7 analystes sous ma direction, et nous gérons un portefeuille qui m'aurait semblé abstrait lorsque j'étais assis dans les bureaux de Meridian, à Seattle, à refuser ce poste. Je connais les quartiers de cette ville comme je connais ceux de Seattle, pas de manière parfaite, mais de manière personnelle. Je sais où aller manger un mardi soir, où courir le samedi matin, et quel stand de nourriture valent la peine de faire la queue. Je me suis fait des amis, Suki, qui s'est révélé être l'une des personnes les plus brillantes avec lesquelles j'ai jamais collaboré, un expatrié britannique nommé Gareth, qui travaille dans le secteur maritime. Et qui a des avis sur tout, et quelques autres professionnels expatriés, qui comprenaient ce que représentait l'expérience particulière de se reconstruire une vie, de manière délibérée, dans un endroit inconnu. Todd est venu me voir au cours du 4e mois. Nous avons passé un week-end à faire le tour des marchés de producteurs locaux pour manger, tout en débattant sur la question de savoir si Singapour était une cité-État exemplaire, ou une expérience autoritaire dotée par hasard d'excellentes infrastructures. Les deux visions sont probablement vraies. Mon père m'a appelé toutes les semaines durant les premiers mois, inquiet de la façon dont les pères s'inquiètent pour des choix qu'ils ne comprennent pas tout à fait. Au bout du 5e mois, il a cessé de s'inquiéter pour commencer à me poser des questions sur mon travail, ce qui m'a fait comprendre qu'il avait accepté ma décision. Théo est venu me rendre visite le 8e mois. Il s'est tenu debout dans mon appartement de Tanjong-Pagar, à regarder la silhouette de la ville par la fenêtre, et m'a dit « Tu sembles à nouveau toi-même ». À quoi est-ce que je ressemblais avant, ai-je demandé. À quelqu'un qui essaie de se convaincre que tout va bien. Je n'ai pas trouvé de réponse à cela. Il avait raison. Il existe une version de cette histoire où je serais le héros, et Petra la méchante. Cette version serait plus simple, et sans doute plus satisfaisante, si c'est ce que vous cherchez ici. Mais ce n'est pas le sujet de ce récit. La vérité est plus proche de ceci, je me suis tue trop longtemps sur des sujets qui comptaient pourtant. J'ai refusé Singapour la première fois, car je pensais que le sacrifice de soi était synonyme d'amour, alors que ce n'est pas le cas. C'est une dette qui nourrit le ressentiment. J'attendais que Petra comprenne ce dont j'avais besoin, au lieu d'exprimer clairement mes attentes. Et, lorsqu'elle ne le comprenait pas, j'interprétais son aveuglement comme un rejet, plutôt que comme un simple problème de communication. Au moment où elle m'a posé cet ultimatum, cela faisait 1 an que nous échouions l'un envers l'autre, de différentes manières. La différence était que son manquement était plus visible, car il portait le nom d'une personne, et une adresse à Fremont. Ce que j'ai appris et cela m'a coûté un mariage ainsi qu'une maison avec vue sur le lac Union, c'est que la chose la plus importante que l'on puisse faire pour les gens qu'on aime est d'être honnête sur ses propres besoins, avant de finir par ne plus rien éprouver. La résignation qui s'est installée dans mon couple n'est pas arrivée d'un coup. Elle est née de centaines de petits moments où j'ai dit « tout va bien » au lieu de dire « non, ça ne va pas, et voici ce dont j'ai besoin ». Lorsqu'elle a dit « peut-être que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre », elle avait raison pas seulement à cause de Damon, mais en raison de tout ce que cette situation avait révélé sur notre manière de communiquer, ou plutôt de ne pas communiquer. L'envoi de ce selfie depuis l'aéroport de Changi était mesquin. Je le sais. C'est le seul geste mesquin que je me sois autorisé dans toute cette histoire, et je n'ai pas l'intention de m'en excuser, car je pense que j'avais bien mérité ce petit instant. Elle m'a demandé par message comment se présentait mon week-end. Je lui ai envoyé une réponse honnête. C'est le tout dernier message que nous ayons échangé. Je cours toujours le long des quais de Marina Bay le samedi matin. La lumière se lève sur le détroit de Johor, et vient frapper les Supertrays et les Gardens by the Bay. Pendant quelques instants, tout à Singapour semble tout droit sorti du rêve d'un homme qui aurait ensuite décidé de lui donner vie. Quoi qu'il en soit, je repense parfois à Seattle, à la façon dont la pluie y résonne différemment, de manière plus douce, plus constante. À l'odeur du marché de Pike Place le samedi matin, lorsque les poissonniers s'interpellent d'un stand à l'autre. À la vue sur la montagne depuis la fenêtre d'une chambre où je ne dors plus aujourd'hui. Mon mariage ne me manque pas. Cela me surprend parfois moi-même, mais c'est pourtant vrai. Ce qui me manque, c'est l'image que je me faisais de ce qu'il allait être. Il y a une différence entre ces deux sentiments, et il faut du temps pour la saisir. Ce qui ne me manque absolument pas,
en revanche, devoir expliquer pourquoi mes sentiments méritaient d'être pris en compte, feindre d'être à l'aise dans des situations qui ne l'étaient pas, et m'entendre dire que ma réaction, pourtant raisonnable, était injustifiée. J'ai 38 ans, je dirige une équipe sur l'un des marchés financiers les plus dynamiques du monde, et je dors sur mes 2 oreilles. Certains sacrifices vous coûtent cher. D'autres sacrifices vous permettent de vous retrouver. J'ai refusé Singapour une première fois, pour une femme qui passait ses week-ends avec son ex-mari. Quand elle m'a dit que ce point n'était pas négociable, je l'ai cru sur parole. Et puis, j'ai rappelé Singapour. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. La partie qui m'a le plus marqué dans l'histoire d'Ellie n'est pas le selfie. Ce n'est même pas l'ultimatum. C'est le moment où il confie avoir refusé Singapour la première fois, parce qu'il pensait que le sacrifice de soi était synonyme d'amour. Cette phrase résume tout à elle seule. Car nous sommes nombreux à agir exactement de la même manière en ce moment même, renoncer à ce qui compte pour nous, garder le silence sur ce qui nous blesse, et appeler cela de l'amour, alors qu'en réalité, ce n'est que de la peur déguisée en loyauté. Ellie n'est pas parti parce qu'il n'aimait plus Petra. Il est parti parce qu'il a enfin cessé de s'abandonner lui-même. Et je pense que cela mérite réflexion.